Il semble que les déchets constituent une richesse en République démocratique du Congo et dans le monde entier. Mais lorsque nous observons la situation que traversent les pays africains en général, on constate que ça devient un vrai problème. Une situation compliquée dont on ne sait même pas trouver la solution. Et une situation qui nous apporte du jour au lendemain des maladies. Alors que certains experts nous disent qu'avec les déchets, on peut fabriquer beaucoup de choses. Avec les déchets, on peut aussi éliminer le chômage. Avec les déchets, on peut transformer toute une nation. Mais qu'est-ce qui ne va pas et comment y arriver? Votre émission Équistique vous souhaite la bienvenue et surtout revient sur cette question pour réfléchir avec les professionnels de l'environnement, dans ce secteur de l'environnement, et ils vous proposeront le piste des solutions. Et avec eux, nous allons comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et comment y parvenir. Nous avons dans notre plateau de l'Équistique, Madame Jeannette Bosingizi, que vous avez déjà découvert dans une émission passée, qui est coordonnatrice de l'ONG Logos Premier. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour. Soyez la bienvenue dans un nouveau numéro d'Équistique. Merci beaucoup. Je suis flattée d'être encore invitée parce que tout ce que vous avez repos, on m'appelle de tout le pas. J'ai dit, on retransmet ce que j'avais déjà fait. C'est pas, je suis pas au plateau, je suis pas sur le plateau. Et ça fait plaisir, quoi. Merci beaucoup. Nous avons aussi, vous n'êtes pas la seule, vous êtes accompagné de M. Idriss qui est aussi expert en énergie. Et avec lui, nous allons aussi, il est aussi coordonnateur du club PV. Et avec lui, nous allons aussi partager ces moments. M. Idriss, salut et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Équistique. Merci beaucoup. Voilà, je commence avec vous. Les déchets, une richesse, mais dont on ne sait pas comprendre, généralement en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. Nous avons un problème ou c'est juste l'ignorance? Eh bien, je crois qu'il y a à boire et à manger sur la question de la gestion des déchets dans notre pays. Et si vous allez dans d'autres continents, dans d'autres pays, vous allez voir que les déchets aujourd'hui font l'objet d'une richesse. Les traitements ou la gestion des déchets aujourd'hui, ça fait l'objet d'une activité génératrice des recettes. Et donc aujourd'hui, oui c'est vrai, nous avons de l'or, on a l'argent, on a les cobaltes, ainsi de suite. Mais il faut classer également les déchets dans la liste des richesses que notre pays regorge. Et là je parle de toute forme de déchets d'une manière générale. Mais le problème dans notre pays, parce qu'on n'a pas la culture de la valorisation des potentiels que nous avons. Donc il se pose un problème au niveau de notre pays. Et c'est pas seulement sur le plan de la gestion des déchets, mais d'une manière générale. On n'a pas la culture de la valorisation de potentiel que nous avons. Alors, cette richesse que vous parlez, il faut la classer dans les richesses potentielles ou les richesses réelles? En fait, je disais que c'est vraiment une réalité, quoi. C'est une réalité parce que aujourd'hui, quand vous sillonnez, vous parcourez les pays, vous allez voir que partout nous avons des déchets. Et d'ailleurs, la vie humaine, l'être humain est au centre de la production des différents déchets. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets? C'est ça la plus grande question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, oui, je suis d'accord, on parle de Kinshasa, Bopeto, mais il ne faudrait pas que ça s'arrête seulement au niveau du déclaratif ou au niveau politique. Il faut que ça devienne une réalité, mais pour que ça devienne une réalité, il y a un processus, il y a un travail à faire. Et donc, il faut une gestion adéquate des différents déchets, ce qui va nous amener non seulement à participer dans l'assainissement, mais également dans la production de certains potentiels tels que l'énergie électrique, les gaz pour la cuisson et certains objets à utiliser et dans nos maisons, ainsi de suite. Donc, le plus important, c'est de faire des déchets une activité génératrice des recettes sur toutes ces formes.
Nous reviendrons sur ces aspects-là, surtout beaucoup plus la question liée à l'énergie, comme vous êtes spécialiste des questions énergétiques. Mais d'abord, Maman Jeannette, quand vous revenez sur... lorsque vous parlez des déchets, vous ne manquez jamais d'insister sur le recyclage. Vous croyez que c'est un point qu'on a déjà raté pour transformer des déchets comme richesse? Moi, je pense, comme je l'ai dit la fois passée, le jour du la journée mondiale de l'environnement, j'ai dit que c'est la volonté politique qui manque. Parce que si le pays aujourd'hui avait une politique pour la transformation, pour le recyclage des déchets, je crois qu'on donnerait du travail à tous ces enfants qu'on appelle Kuluna, à tous ces enfants de la rue. Parce que quand vous les occupez, ils n'ont pas le temps d'aller dans la rue. Quand vous essayez de les occuper, bien sûr, pour les occuper, il faut commencer par la sensibilisation. Et vous allez que ça va diminuer le taux de chômage dans notre pays, ça va diminuer la pauvreté. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gens vivent vraiment au plus bas de l'échelle. Mais aujourd'hui, si on valorise les déchets, et c'est tous les déchets qu'on peut valoriser, et on peut donner du travail, et je crois que notre pays n'ira pas tendre les mains à tout moment à l'extérieur. Mais madame, comment vous pouvez suggérer à un grand pays potentiellement riche d'aller se baser sur des déchets alors qu'on a de l'or, des diamants, des cobalt, des zinc, toutes les matières premières qu'on possède, aller tourner les regards vers le déchet, mais c'est se ramener au plus bas niveau, comme vous venez de dire là. Tu me fais rire parce que je crois qu'on va prendre l'exemple du Kasaï. Aujourd'hui, on a plein de Wewa ici. La province qui était reconnue comme une province d'exploitation des diamants. On nous dit que ces Wewa, c'était des creuseurs. Ils exploitaient le diamant. Et le diamant, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Une ressource non renouvelable. Une ressource non renouvelable. Mais les déchets, ce sont les cobaltes, tout ça. Ça peut s'épuiser. Ouais. L'or peut s'épuiser. Le diamant peut s'épuiser. Le pétrole peut s'épuiser. Toutes les richesses que nous avons, mais Dieu nous a bénis. Ça peut s'épuiser, tous les minéraux là, mais nous avons aussi encore, le Congo, on a une méga biodiversité, on est le deuxième fleuve du monde, deuxième forêt du monde, on a 80% des terres arables, et comment vous allez nous dire, les déchets, c'est une richesse qui ne s'épuise pas, qui ne s'épuisera jamais, aussi longtemps que l'homme vit. Pour que les déchets puissent s'épuiser, il faut qu'il y ait la fin du monde. Hein, et que l'homme... les gens ne travaillent plus. Ou ne non, l'homme n'existe plus. Voilà. Que l'homme n'existe plus. Donc tant que l'homme existera, il y aura toujours des déchets. Tant que l'homme existe, même quand nous parlons là, c'est un déchet. Voilà. Quand vous avez un habit là que vous ne voulez plus, vous le jetez là-bas. Ça devient un déchet. Ça devient un déchet. Mais qui peut être une matière première pour une personne d'autre. Oui, c'est une matière première. Je vous donne un exemple. Je connais une fille là, Nancy Mbouyi, qui est aujourd'hui en Belgique. Elle récupère même les boîtes. Vous voyez les boîtes de tomates. Ouais. Elle récupère, elle habille ça, et elle en fait des bracelets. Ah bon? Donc certains bracelets que les mamans portent partout là proviennent des boîtes de tomates et tout. Ce sont des boîtes de tomates, elle récupère et quand elle habille ça, elle m'a montré, me dit maman vous voyez ça, c'est un déchet. Je dis quel déchet. Mais quand elle m'a montré, elle m'a expliqué, j'ai un sac. Elle a acheté un sac. Maintenant elle a pris ce sac là, elle l'a habillé avec les morceaux d'étoffe qu'on jette chez les tailleurs, qu'on jette par-ci par-là. Elle prend même votre sandale là. Elle peut prendre ça, elle commence à habiller ça avec les déchets des petits morceaux là qu'elle ramasse. Ça prend une autre forme. Ça prend une autre forme et aujourd'hui elle est en train d'exposer partout. Elle est en train d'exposer. Ce sont des déchets qu'elle est en train de donner de la valeur. Bon, ce n'est pas seulement ça. Nous avons les déchets ménagers. Aujourd'hui, si on dit qu'on veut donner la valeur aux déchets, on peut prendre les déchets ménagers, on fait du compost. Mais quand on jette ça, quand vous voyez ça, vous avez l'air de... Vous ne voulez même pas regarder ça deux fois. Mais si on prend ces déchets, qu'on valorise ça, vous avez à manger dans votre assiette. Alors, la vraie question se trouve à quel niveau? C'est quand vous parlez de la volonté politique, c'est aussi très vague.
Les politiciens ne veulent pas travailler sur les déchets, ils n'ont pas d'expertise avérée, ou les politiques qu'ils mettent en place, ce sont des politiques qui ne rencontrent pas la réalité du terrain. Je ne sais pas si dans notre pays, il y a une politique pour la valorisation des déchets. J'ai jamais vu ça. Alors que le ministère de l'Environnement existe avec une direction d'assainissement. Oui, parce que quand vous parlez... Même des régies d'assainissement. Quand vous dites aux gens que l'assainissement, quand on parle d'assainissement, on voit seulement le balayage. Or que l'assainissement, c'est aussi comment gérer les déchets. C'est vraiment... C'est toute une politique. C'est toute une politique. Et quand vous parlez de l'assainissement, même à une maman, quand vous lui parlez de l'assainissement, vous croyez que cette maman va penser comment est-ce que je dois gérer mes déchets. Mais si aujourd'hui, je l'ai dit la fois passée, si notre gouvernement, si aujourd'hui on pouvait même commencer à Kinshasa, prendre une commune pilote, on dit à partir de même un quartier, même l'avenue, et on essaie de parler aux jeunes pour que les jeunes puissent changer de comportement, pour que les jeunes puissent changer de mentalité. Et dès qu'on valorise les déchets, vous croyez que vous allez trouver encore les déchets jetés par-ci, par-là, parce qu'on sait que si je vais vendre ces déchets ici, j'aurai de l'argent, j'aurai au moins quelque chose. Et on va Je reviens à vous, Madame Jeannette, qui a été déjà élue femme courageuse en République démocratique du Congo. Nous allons savoir aussi, vous étiez femme courageuse parce que vous avez... vous passez des médias en médias pour inciter des autorités, parce que pour nous, la politique, on comprend que le courage, c'est ça. Quand vous insultez, vous grondez sur des autorités, c'est ça le courage. On revient sur vous. Monsieur Idriss, vous avez parlé de l'énergie. Comment on peut avoir de l'énergie grâce aux déchets? Alors, avant de répondre à votre question, je vais préciser quelque chose par rapport à ce que Maman Boussingezi a dit. Le monde d'aujourd'hui, on est dans un concept du recyclage. C'est le principe de rien ne se perd. Voilà. Donc, l'Occident, si aujourd'hui on pense qu'ils sont très propres, plus que nous, non, c'est pas ça. Les problèmes parce qu'ils ont su à maîtriser ces principes du recyclage. Vous allez constater même les eaux usées dans d'autres pays, ces eaux sont récupérées et réutilisées encore. Et ça, c'est vraiment important. Il faudrait que le gouvernement congolais parvienne à associer de l'expertise par rapport à cette question de la valorisation des déchets. Je sais que le cadre existe, les divisions existent, mais je proposerais même une loi et soit adoptée au niveau du pays et sur la gestion des déchets, parce que ça fait partie des richesses qu'aujourd'hui... Il y a les digues du gouverneur qu'on a déjà proposé, bien qu'il n'est pas encore validé, je crois. Oui, qu'on est en train de négliger. Et pour revenir à votre question, les déchets aujourd'hui font l'objet d'une source de production énergétique. Aujourd'hui, par exemple, avec des déchets organiques, avec les déchets de bois, on peut produire de l'électricité, ce qu'on appelle l'énergie de la biomasse. On peut également produire les gaz, ce qu'on appelle l'énergie les biogaz pour la cuisson. Regardez notre pays aujourd'hui, on voit le ministère de l'Environnement en train de... Je ne suis pas contre ceux qui vendent les réchauds à gaz ici, mais est-ce qu'à cette ère de la transition énergétique, à cette ère, à cette ère écologique, est-ce qu'on a besoin d'utiliser des gaz qui sont flammables? Moi, je crois que ce n'est pas une bonne solution. Et qui ne proviennent pas aussi de la RDC. Voilà. Certaines entreprises exportent ça de l'Allemagne. La provenance, c'est pas vraiment mon problème. Mais moi, c'est les types, c'est la technologie. On doit réduire fortement les risques des pollutions dans tout ce qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui. Mais c'est quand vous dites ça, vous devez comprendre aussi que lorsque vous suggérez certains déchets qui doivent être recyclés, par exemple pour les déchets biodégradables, si vous voulez produire de l'énergie, vous aurez toujours ces gaz flammables. Ça ne sera pas un problème là? Non, il y a... En fait, le problème ici, c'est impossible, même les corps humains, tel qu'on est en train de respirer là, on est en train de... Les corps génèrent également du CO2, mais qui est recyclé. Quand on est dans un écosystème équilibré, on arrive quand même à équilibrer. Le problème, c'est pas de ne pas... c'est pas d'arrêter à 100% la pollution, non. C'est la réduction. Aujourd'hui, on est dans un contexte qu'il faut réduire, qu'il faut s'adapter. Hein? Et moi, je crois que promouvoir les gaz
des gaz pour la cuisson, mais qui sont bio, c'est la meilleure des solutions. Donc, au-delà de la production de l'énergie électrique, du gaz pour la cuisson, il faut faire des déchets une opportunité d'emploi. Une opportunité. Une opportunité d'emploi. Nous sommes en train de décrier ici, voilà, les enfants de la rue, les chèques, ainsi de suite. Il n'y a pas que les enfants de la rue qui manquent de boulot, il y a beaucoup de jeunes qui terminent les études. C'est juste un exemple pour dire que ces jeunes gens qui, on pense qu'ils sont, parce qu'ils n'ont pas étudié, mais non, on peut les utiliser. Ils ont des compétences. On peut les utiliser dans la chaîne des transformations des déchets, soit pour la production du biogaz, ou soit pour la production de l'énergie électrique. Ou encore pour la manutention, parce que c'est toute une chaîne. Quand on parle de la gestion des déchets, il y a vraiment toute une chaîne qui peut générer des milliers d'emplois. Mais malheureusement, on constate sur terrain, on déplace les déchets sur le point A, on va aller les jeter au point B, et puis c'est comme si on est en train de faire du surplace et puis rien n'avance. Voilà, Maman Jeannette, je vous posais déjà une question, femme de courage. Votre courage dans l'environnement était par rapport aux insultes ou c'est par rapport à une action qui a transformé un coin donné? Mon éducation de base, l'éducation que j'ai eue de mes parents, ne me permet pas d'insulter. Oui, je peux donner mon point de vue sans insulte. C'est ça. Oui. Mais c'était pas ça, ce que j'ai eu comme prix. J'ai eu le prix Femme de Courage de la RDC, édition 2012, par l'ambassade des États-Unis. Et j'ai eu même d'autres prix. J'ai eu prix GIFA, j'ai eu prix Femme Leader. C'est suite à mon engagement pour la protection de l'environnement. Et pourquoi? C'est parce que j'ai toujours dit, quand je suis venue à Kinshasa, on savait, nous, qui venaient de l'intérieur, que Kinshasa, c'était le miroir de la République. Ce qu'on peut trouver ailleurs, on ne peut pas trouver à Kinshasa. Et je ne comprenais pas, quand je vois quelqu'un qui mange ses oranges, qui mange je ne sais pas quoi, et n'importe quoi, sans souci, il jette. Il ne sait même pas où est-ce que ça va atterrir. Qu'est-ce que ce déchet va devenir? Ce n'est pas son problème. Alors moi, je me disais, comment est-ce possible on peut faire ça? Parce que nous, on nous a éduqués à l'école qu'on devait jeter, là, aujourd'hui, on appelle poubelle, mais je sais que nous, on appelait ça bac. Voilà. Le bac, bac qui est derrière la porte. Et c'était ça. Et puis après, je me disais, mais on ne fait que couper les arbres. Donc, je ne comprenais rien. Et c'est comme ça quand le gouverneur Kimbembe Mazunga avait lancé un projet pour essayer d'occuper les enfants de la rue avec l'assainissement. Je suis allée et j'assainissais là où on a construit, Royal, là où on a construit le building intelligent. Et vous pouvez me trouver là. Je me souviens le jour que le roi du Maroc venait. On nous a dit non, il faut assainir et repeindre les bordures. J'ai appelé les amis qui m'ont mis les phares des véhicules et jusqu'à 2h du matin, je crois, on travaillait avec ces enfants-là de la rue. Et je te dis aujourd'hui, je peux, moi, me comporter comme un enfant de la rue. Ah bon? Oui. Parce que vous avez passé beaucoup de temps avec eux. Master, Bonico. Donc, je peux me comporter. Et tu savais, ces enfants, parfois, il manque seulement un peu d'attention. C'est aussi une politique d'intégration socio-professionnelle de ces enfants. Oui, il y a beaucoup de ces enfants qui, à l'époque de Kimbembe, il y en a beaucoup qui se sont mariés. Voilà. Et Kimbembe est parti même au mariage de certains de ces enfants-là. Et vous savez quoi? Moi, je venais avec mon sac. J'appelle celui-là, je dis, allez, viens. Sac à maman Ango. Moni Mbongo. Mbongo n'est pas abisso, hein? Gardez. Qui que tu sois, tu ne peux pas m'approcher. Ngana garde corps à mer. Vous voyez que si aujourd'hui on avait continué, on n'allait pas, Kinshasa n'allait pas connaître beaucoup de chômeurs comme on en a aujourd'hui. On a, avec le programme de Matata, l'ex-premier ministre Matata, il avait lancé un projet. On assainissait les 6 communes. Et je crois que la commune, j'étais parmi les ONG qui assainissaient la commune de Kitambo. Je crois que la commune de Kitambo, c'était la commune phare. Elle était propre. Et on utilisait des femmes, on utilisait des jeunes gens, même des étudiants. Aujourd'hui, nous sommes revenus à la case de départ. Aujourd'hui, passer partout en ville, c'est devenu trop sale. Bien sûr, on a lancé Bopeto,
comme l'a dit mon collègue ici, Idriss, Bopeto, c'est un slogan qu'on doit s'approprier. Ce n'est pas prendre les déchets de A, les jeter B. Non. Quand vous êtes en train d'enfouir ces déchets-là, est-ce que vous savez après, qu'est-ce que ça va encore produire? La pollution de la nappe phréatique. Oui. Alors, vaut mieux valoriser ces déchets et les recycler. Si on les valorise et on les recycle, je crois qu'on protège. Je crois que le gouverneur, les autorités ont le devoir de protéger la population. Parce que vous n'allez pas administrer une population malade à tout moment. Oh, aujourd'hui c'est Covid, demain c'est choléra, après-demain c'est je ne sais pas quoi. Alors je crois que le plus que nos autorités doivent, c'est ça. Et aujourd'hui, comment est-ce que avec les déchets on peut produire de l'énergie? Si on peut produire de l'énergie avec nos déchets, là où la SNEL ne peut pas arriver, on produit de l'énergie avec nos déchets et vous allez voir que ces villages vont se développer. Donc aujourd'hui, c'est possible avec des déchets qu'on puisse aussi éclairer. Et c'est de l'énergie propre. L'énergie propre. C'est de l'énergie propre qui ne pollue pas. Voilà. Qui ne pollue pas. Très bien. Et la pollution, ce n'est pas qu'on va mettre fin à la pollution. Mais diminuer la pollution. On va diminuer la pollution. Parce que même, tel que mon collègue a dit ici, même quand nous sommes en train de parler là, nous sommes en train de polluer l'air, non? Voilà. Mais nous avons la chance parce que nous avons les arbres. Voilà. Oui. Hier, par exemple, on a célébré la journée mondiale des océans. Mm. Allez voir nos océans aujourd'hui. Vous allez voir déjà avec tout un sac là de déchets. Il vient, il jette dans le fleuve. Le fleuve après, c'est dans l'océan. Et je crois qu'il faut que le gouvernement puisse prendre aussi parmi les programmes, un programme d'études environnementales pour les enfants dès le bas âge. Voilà. Parce que quand l'enfant vient dire à son papa ou à sa maman, on nous a dit à l'école, on ne jette pas dans la rivière, on ne jette pas dans le fleuve, on ne jette pas, on fait ceci avec le recyclage, on fait ceci avec le déchet. Vous n'allez pas dire à cet enfant, Yondo Kobongisamboko. C'est la phrase fétiche de tous les Congolais. Mais c'est Idriss, je crois que vous êtes d'accord avec Madame Jeannette, qui suggère d'abord que cette information puisse partir de la base. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que ce que nous subissons aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait déjà une défaillance au niveau de notre croissance, au niveau de notre enfance. On n'a pas appris l'environnement. Nous venons apprendre l'environnement à l'université, dans les quartiers. Et tout cela, ça nous ramène dans cette situation. Pas forcément. Moi, je crois que c'est... Effectivement, il faut partir par la base au niveau de la famille et tout. Mais nos ancêtres ont vécu l'environnement. Je vous donne un exemple. Au village, les gens utilisaient les bois morts. Et qu'ils allaient ramasser les bois morts. C'est pas comme aujourd'hui, on coupe. Mais il coupe pour un besoin quand on n'a pas quelque chose à manger. Oui, effectivement. Il faut répondre aux besoins aussi. Effectivement, parce que la pression sur la nature est due à beaucoup d'éléments, entre autres. Par exemple, dans les cas de notre pays, les chômages. Donc il faut ajouter la pauvreté qui pèse. Voilà, les chômages, les manques d'électricité et tout. Mais je voudrais ajouter aussi un élément important par rapport à ce que la maman a dit. Il n'y a pas longtemps que hier, c'était la journée internationale de l'océan. Et quand on parle de la célébration de cette journée, on prend en compte toutes les rivières. Je prends seulement les cas de Kinshasa. Allez voir la rivière de Kalamu. Le niveau de plastique qu'il y a là-bas. La rivière qui a changé même la coloration. Allez voir la rivière de Ntsele. Presque toutes les rivières qui traversent la ville de Kinshasa. Toutes les rivières qui traversent la ville de Kinshasa sont polluées avec du plastique. Tu n'as pas l'idée. Est-ce que vous allez confirmer que le couleur des eaux de la ville qui traverse Kinshasa, près de 34 villages et rivières qui traversent la ville-province de Kinshasa, ont changé? C'est parce qu'on ne sait pas gérer les déchets. La coloration, ça c'est juste une conséquence. Mais moi, mon problème, je suis en train de voir la qualité de ces eaux. Mais c'est ça provient. Vous voulez dire que c'est suite à la mauvaise gestion des déchets que ces rivières ont changé la couleur? Mais exactement. Le problème, c'est pas seulement la coloration. Il faudrait que les gens comprennent que les océans ou les eaux produisent 50% de l'oxygène que nous respirons. Et les rivières de Kinshasa produisent... Non, je prends d'une manière générale. Je prends d'une manière générale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous menaçons la qualité des eaux,
Nous sommes en train de nous menacer parce que nous allons nous retrouver dans une situation où on n'aura pas assez d'oxygène. Mais cette journée s'est passée que dans des chaînes de télévision, et ça s'est passé qu'avec des déclarations politiques, ainsi de suite. Mais qui a assaini, je prends seulement les cas, qui a assaini un fils qui a une rivière dans la ville de Kinshasa? Mais nous sommes en confinement, vous ne pouvez pas envoyer des gens d'aller assainir. Non, mais l'assainissement... On va vous dire que c'est pendant la période de confinement, il faut rester chez vous. Et les messages, c'est ce qui circule. Est-ce que pour assainir, il faut amener 20 personnes? Non. Juste un tracteur. Les eaux les rivières ne sont pas curées, il y a des plastiques. Aujourd'hui, quand vous allez par exemple dans certains quartiers ici, j'étais les noms, ils ont comment ils appellent ça? Ils appellent ça coup direct. C'est-à-dire la tuyauterie de toutes les installations hygiéniques. Voilà. Les faux septiques sont déversés dans toutes ces rivières. Voilà les phénomènes Munduki. Voilà, même les poissons qui sont dans ces rivières-là sont empoisonnés. Donc pour dire qu'il est important, aujourd'hui et que nous puissions prendre conscience de ce que nous faisons. J'ai une bouteille en plastique que je viens d'utiliser. Pourquoi ne pas la garder pour aller jeter dans une poubelle à la maison au lieu de jeter dans la nature comme ça? C'est une question maintenant qui concerne tout le monde. Donc l'État a sa part de responsabilité, mais nous également qui jetons. Donc, vous n'allez pas attendre que l'État vienne vous prendre et vous arrêter, ou bien que l'État vienne vous demander de ne pas jeter la bouteille à terre. Mais apparemment, nous avons la culture de déverser tout sur l'État. Est-ce que les citoyens n'ont pas de responsabilité? C'est pourquoi je vous ai dit que le responsable... Parce que quand les gens ont fait ce système dans des chotteries, l'État n'était pas là. Les responsabilités qui ont pris des partagées. initiatives. Mais pourquoi la responsabilité à grande échelle revient à l'État? Parce que l'État est censé sanctionner tout celui qui viole et donc une loi ou un principe. Donc, vous vous rappelez à l'époque, par exemple, du maréchal Mobutu, excusez-moi de citer son nom, il a dirigé le pays. Celui d'hygiène. Moi, je me rappelle, il y a des gens qui passaient chez nous à la maison et ils arrêtaient même. Ils arrivent, s'ils trouvent, par exemple, vos installations ne sont pas assainies, il y a une amende, vous êtes convoqué par le chef du quartier. Aujourd'hui, ces chefs du quartier, c'est comme s'ils n'existaient même pas. Ils n'ont même pas de pouvoir. Ils sont là, ils balayent les riz en collaboration avec des gouverneurs, comment j'appelle les bourgmestres. Ils balayent des riz, mais ils font leur travail. Moi, je crois qu'il faut une bonne organisation. Et c'est vrai, tout doit commencer au niveau de la base, au niveau de la famille. Les parents doivent apprendre à dire à leurs enfants, voilà, il ne faut jamais jeter quelque chose comme ça dans la rue. Et les écoles également, c'est que nous déplorons. J'ai écrit par exemple un ouvrage qui s'intitule, c'est un programme de cours pour les classes de 5e et 6e primaire, Initiation à la culture environnementale. Il faudrait que le ministère de l'EPSP arrive à inclure déjà les cours sur l'initiation à la culture ou à l'éducation environnementale. On doit arrêter de nous enseigner l'Empire romain. On doit arrêter de nous enseigner une histoire qui n'apporte presque rien dans les têtes des enfants. Guillaume le Conquérant. Il ne va rien amener dans notre pays. La Révolution française. Voilà, donc la Révolution française. La Révolution américaine. On doit arrêter de faire souffrir les enfants avec ce genre de conneries. En aucun jour, ces gens viendront étudier étudier voilà. Donc il est temps l'indépendance de la RDC. Peut-être tu peux en parler en passant. Qu'on remplace, qu'on enlève tous ces cours qui donnent rien, mais qu'on remplace par exemple des histoires liées. Si on peut même avoir des contes conçus localement, mais qui vont dans le sens de la protection de l'environnement, je crois que nos enfants vont intégrer. Vous savez, quand vous regardez pendant cette période de confinement, j'étais en train de parler avec madame, j'ai dit, mais les enfants sont très attentifs devant la télé suivant les dessins animés. Le ministère de l'EPSP n'a prévu aucun programme, non, il y a un programme de dessins animés. Non, j'ai dit bien les programmes de dessins animés pour les enfants, mais beaucoup plus sur l'environnement. Parce que les enfants copient à 100% ces images. Voilà. Est-ce que nous n'avons pas des acteurs ici, des cinéastes, des metteurs en scène qui peuvent concevoir des dessins animés sur l'initiation à la culture environnementale qu'on peut mettre... Ils sont interpellés, je crois, avec votre position déjà, je crois qu'ils sont interpellés. Ici, ils suivent aussi la RT qui peuvent déjà comprendre tous ces grands programmes que nous avons. Ils peuvent aussi beaucoup apprendre. Je reviens à vous, Maman Jeannette. L'intervention de M. Idriss nous a inspiré aussi de quelque chose. Les rivières qui ont changé la coloration.
alors qu'il joue aussi un grand rôle dans le système de régulation du climat de la planète. Mais quand vous regardez toutes les rivières de Kinshasa, est-ce qu'il y a au moins une rivière qui absorbe ne fût-ce qu'une petite quantité de kilos de CO2 par rapport à la dimension de pollution qu'on rencontre dans toutes ces rivières? Vous avez posé cette question et je me souviens de la question que vous lui avez encore posée pour demander la responsabilité. Ouais. Je vous renvoie à la rivière qui est à la première rue. Combien de fois on a assaini cette rivière? Mais allez-y, passez après une semaine. Donc, comme mon collègue a dit, il faut commencer à la base. Voilà. Il faut aller vers la base. Il faut aller vers ceux qui polluent. Kubwaka, Nakatia. Aujourd'hui, ils ne savent pas que l'oxygène que nous avons, 50% vient des océans. Voilà. Les gens pensent seulement que ça provient des plantes. Arbres, ça provient, je ne sais pas d'où. Parce qu'on coupe aussi. Voilà. Et il faut que la population soit consciente que quand je pollue, demain, ça va me revenir. Mais c'est parce qu'on n'applique pas le principe de pollueur-payeur. Peut-être c'est pour cela que les gens continuent. Oui, on n'applique pas ça. Je l'ai dit. J'ai dit si on valorisait ces déchets-là et qu'on venait racheter. Aujourd'hui, si par exemple, il y avait la politique du recyclage de ces bouteilles-là, vous croyez qu'on allait trouver les bouteilles à la première rue là? On n'en trouverait pas. Aujourd'hui, passez partout. Je donne toujours cet exemple. Tozo Somba Bibende. Parce qu'on a valorisé ce déchet-là. Voilà. Partout où vous passez, vous n'allez pas trouver ça. Et si on essaie de valoriser chaque déchet, parce que c'est une chaîne. Donc la chaîne de valorisation, c'est une chaîne. Ceux qui peuvent faire des pavés, ils récupèrent les sachets. Ceux qui peuvent faire des bouteilles, ils récupèrent les bouteilles. Ceux qui peuvent... Donc chacun peut récupérer et au lieu d'aller chercher... On peut faire des industries. Moi, vous m'avez posé une question sur mon prix là. Ouais. Vous savez, quand je réfléchissais, pourquoi j'étais là avec mon idée, je me promenais avec mon idée. Pourquoi on ne peut pas recycler les déchets plastiques durs? Parce que les plastiques, les poubelles, ce sont des plastiques durs. Ouais. Heureusement que je suis tombée sur des gens qui ont compris. Je prends celui qui m'a coaché, M. Modeste Zindoula. M'a dit, tu as une bonne idée, on t'amène quand même à la CTB. Il m'a amené à la CTB, on a accepté cette idée. Et on a dû recycler. Je suis partie à Boma. C'était à l'époque, la première fois qu'il y avait l'histoire là de Bundu dia Congo. Je suis partie à Boma. On m'a dit, mais tu es très courageuse. Comment tu pouvais aller partir à Boma? Parce que je devais aller voir les bacs que je devais recycler de Boma pour qu'on puisse en faire. On a fait des granulés. Et de ces granulés, on est venu à Intraplast ici. On a fait des poubelles. Et si ça avait continué, oui, aujourd'hui, nous sommes en train de condamner la population. Mais on peut avoir la bonne foi, n'est-ce pas? Mais après, on vous pose la question. Olingina Boakawapi. Voilà. Donc, vous taisez. La destination. Ça, c'est maintenant la responsabilité de l'État. Sous d'autres cieux, nous disons que c'est propre. Mais partout où vous passez, vous trouvez une poubelle. Vous mangez votre chewing-gum. Vous allez garder ça parce que vous savez qu'à 2 ou 3 mètres, il y a une poubelle. Mais ici, vous allez jeter où? Mais ça, c'est une situation qu'on constate que générale pour toute la République démocratique du Congo. Aucune ville n'a une politique efficace pour la gestion des déchets. Mais est-ce que tout cela, ça ne pouvait pas nous interpeller? Alors que des environnementalistes, des experts en environnement naissent chaque jour et ils font des déclarations avec un très bon français à la télé, dans des radios, ou parlons plus dans des médias. Mais ces Français-là ne savent pas se transformer en une réalité? Mais je crois que les déchets, si je ne me trompe pas, dans notre constitution, les déchets appartiennent à l'État. Appartient à l'État. Donc il n'y a que l'État qui peut faire quelque chose. Non. Si l'État pouvait maintenant accompagner les initiatives. On vient de parler de François Hulot, n'est-ce pas? Nicolas Hulot. Il a été accompagné. Mais vous avez vos idées. C'est bon, c'est la première chose. L'idée, c'est une richesse. Mais maintenant, il faut avoir l'argent pour continuer cette idée. Mais si vous n'avez pas l'argent pour accompagner cette idée, aujourd'hui, nous avons des ministères des PME, nous avons le ministère de l'Environnement, nous avons autant de ministères qui peuvent accompagner. On vient de parler, mon frère vient de dire ici qu'il a écrit un livre sur l'éducation environnementale. Si le ministre était intéressé, il va le chercher. Viens un peu. On cherche d'autres experts, on regarde
qu'est-ce qui est bon, on essaie de corriger s'il y a à corriger. Et demain, vous allez voir que nos enfants vont changer de comportement. Et tout ce qu'on trouve maintenant jeté par-ci, par-là, ça ne sera pas jeté parce que les enfants ont déjà une base. Moi, je veux dire, même nos grands-parents, c'était des grands écolos. Pourquoi on vous disait, à partir de telle date à telle date, on n'entre pas dans la forêt? Parce que les esprits vont se fâcher. Il n'y avait pas d'esprit. C'est pour préserver les espèces. De telle période à telle période, il ne faut pas pécher. Les esprits vont se fâcher. Moi, je sais qu'on allait en vacances chez mes grands-parents. Et à partir de 18h, on disait que les enfants ne peuvent pas aller à la rivière. Vous savez, c'était quoi? Parce que quand les enfants vont là-bas, tellement ils ont peur, ils vont aller, au lieu de puiser là où ils doivent puiser, ils vont aller, parce que l'eau à boire et l'eau pour se laver, c'était autre chose. L'eau pour se laver, pour laver les habits, c'était l'eau qui coulait. Mais l'eau pour boire, ça sortait d'une pierre. Et je me souviens que mon grand-père mettait, je crois, une branche de palmier ou quelque chose, pour que l'eau puisse sortir. Et on refusait aux enfants d'y aller à 18h parce que vous aurez peur et peut-être vous n'allez pas, vous risquez de prendre de l'eau qui n'est pas. Ou bien vous pouvez marcher là-dessus, il y aura maintenant de la terre, vous allez détruire. Et vous savez que nos grands-parents, c'était des grands écolos. Et moi, j'ai toujours dit... Ils avaient une métaphysique qui aidait quand même... C'est Dieu. J'ai toujours dit Dieu est le grand écolo. Parce que quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas jetés sur un rocher. On dit qu'il a préparé d'abord le jardin d'Éden. Et après le jardin d'Éden, il nous a mis dans le jardin d'Éden et il nous a dit préserver. Mais aujourd'hui, est-ce que nous préservons le jardin d'Éden? Nous détruisons. Il nous a donné aussi la semence. J'ai toujours dit, cette semence c'est pour dire, vous coupez un arbre, vous reboisez. Mais est-ce que nous respectons cela? Moi j'ai toujours dit, Dieu est le grand écolo. Le premier écolo, c'est Dieu. Très bien. Monsieur Idriss, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la politique et la gestion des déchets devienne réellement une richesse et que la population se réjouisse de cette richesse? D'abord, c'est une question qui... Les responsabilités sont partagées. Il faut d'abord une bonne communication sur la gestion de ces déchets au niveau des familles, au niveau des écoles, au niveau des églises, mais également au niveau des entreprises. Deuxièmement, l'État congolais doit disponibiliser un fonds public et alloué pour la question du traitement ou de... Mais il y a toujours un fonds qu'on a toujours déboursé. Vous allez apprendre dans les communes, il y a toujours des 10 000 $ payés pour chaque commune. Je ne parle pas de ces fonds. $10 000, on peut... Chaque mois, on donne 10 000 $. Je crois et la seule activité qu'on voit, c'est les balayages. Je ne vais pas vous poser la question, mais les budgets, à chaque fois qu'il y a vote du budget, vous allez voir qu'il n'y a pas les quotas sur la gestion des déchets. Et donc, il faudrait que le Parlement congolais arrive et, en fait, quand ils vont... C'est ce qui veut dire qu'aussi que même les parlementaires n'ont jamais compris que les richesses, les déchets sont vraiment une richesse. Je termine mon idée. Il faut qu'ils arrivent, quand ils adoptent les gouvernements, quand ils adoptent les budgets du gouvernement, qu'ils arrivent à imposer ou à demander au gouvernement de mettre aussi dans cette fourchette une enveloppe pour sur l'assainissement. Et je proposerais même qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'au niveau du Sénat, qu'on ait aussi une commission des députés, pas seulement des commissions Ecofin, commission énergie, mais une commission uniquement mais pour la gestion. Mais il y a la commission environnement. Quand il y a la commission environnement, c'est que toutes ces questions sont traitées à l'intérieur. L'environnement, c'est vaste. Donc il faut maintenant scinder. Voilà, il faut une spécification. Je sens vraiment que vous êtes les bons défenseurs des déchets. Une commission. Vous voulez avoir même toute une commission au niveau du Parlement. C'est très important parce que les questions environnementales, vous savez que même les infrastructures routières et tout ça, c'est dans l'environnement. L'environnement est vaste. Et c'est comme ça que vous allez voir dans d'autres pays, ils ont même un ministère, par exemple pour l'écologie, ministère de l'écologie, ministère de ça. On est trop globalisant. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un qui est en train de faire... il fait la médecine, mais on lui donne les cours de l'histoire. Et à un moment donné, bon... Tu vois, mais c'est triste, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Un dernier mot qu'il faut seulement lancer aux autorités, c'est qu'ils doivent faire en quelques secondes.
En dernier pour mot, réussir. aux autorités, c'est maintenant qu'il faut s'occuper de la nature. Sinon, la nature va s'occuper de nous. Mais lorsqu'elle va s'occuper de nous, ça sera catastrophique. C'est maintenant que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte pour que nous puissions équilibrer notre écosystème. Merci. Madame Jeannette, je vais finir avec vous. Est-ce que nous pouvons dire que depuis 2012 que vous étiez femme de courage, votre courage est tombé, vous êtes fatiguée, vous ne pouvez plus encore agir pour que vous soyez femme de courage 2020 par rapport à ce que vous allez proposer comme solution aux autorités afin de réussir à cette politique? Merci pour la question. Si mon courage était tombé, je n'allais pas être aujourd'hui ici avec vous. Je ne serai pas avec vous le 5 juin et ce n'est pas la première fois que je passe ici. Donc je continue et je vous ai dit que je travaille pour montrer que je n'ai pas abandonné. Je travaille avec une école, Bobo Koli. Et Bobo Koli a 5000 élèves. Et les 5000 élèves là, chaque date, parce que l'environnement, c'est ce qu'il a dit, on croit que c'est seulement, or que l'environnement a des dates. On a plusieurs dates pour l'environnement. Et après, je crois qu'on a déjà ajouté aussi le climat. Avant l'environnement, il n'y avait pas le changement climatique, mais aujourd'hui, on a ajouté. L'environnement, aujourd'hui, je peux vous dire que nous célébrons chaque jour, dans chaque famille, dans les avenues, au marché, nous célébrons Madame le 15 octobre. Mais si vous allez demander, c'est la date, ça concerne aussi l'environnement. Hier, on avait la journée des océans. Ça concerne aussi l'environnement. Donc l'environnement, c'est le poumon, je peux dire, hein? Parce que sans poumon, sans cœur, vous n'allez pas vivre. Merci beaucoup. Je vous dis un grand merci, Maman Jeannette et M. Driss, d'avoir participé à notre émission équistique et surtout pour bonne réflexion. Merci. Voilà, vous avez compris que c'est la fin de notre émission équistique qui vous a parlé de la richesse que nous ignorons dans nos différentes villes, qui sont les déchets que nous ne savons pas valoriser. Votre émission équistique est revenue sur cette question parce que nous ne cesserons d'en parler jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Vous le savez, c'est aussi la non-gestion de ces déchets constitue un véritable problème par rapport à la beauté, la santé et tout ce qui concerne la ville. Alors, nous sommes revenus sur cette question pour que nous puissions nous rappeler de nos responsabilités. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je pense à Jobassa qui était derrière les caméras, Junior Selemani, Redi Mouvoumou qui était à la régie finale, Rodrigue Bonda qui vous a permis que vous puissiez avoir les ressemblages de toutes ces images. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.